Troisième et dernière présentation d'aujourd'hui, M. Ron Rayside, que je vais rapidement présenter. Ron, je te rassure, je ne fais pas l'intégrale de ta biographie, mais quand même pour les gens qui ne te connaissent pas. Ron est un diplômé de l'architecture de l'Université McGill et a commencé sa pratique en 1977. Sa firme devient en 2011 Rayside Labossière avec ses associés, son associé, voilà. Et Ron a participé à de très nombreux projets, notamment dans les édifices patrimoniaux, comme l'église Saint-Germain-Cousin, le Chic Resto Pop. J'ai appris également que tu avais été l'architecte responsable du chantier de la ville de Fermont dans les années 70. Et parallèlement à ta carrière d'architecte, Ron est très investi socialement, notamment à Montréal, entre autres sur des organismes, des conseils d'administration, comme le conseil d'administration à l'époque du C3S, donc c'est aujourd'hui les CIUS, de la CEDEC Centre-Sud et plus récemment, on va dire, du Conseil régional d'environnement, de la table d'interaction Peter McGill, de la Corporation Membo et de PME Montréal Centre. Alors voilà, Ron, la parole est à toi. Bon, bonjour, je vais partager mon document. Est-ce que vous le voyez? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, OK, on part. Il y en a beaucoup de diapos. Vous pourriez avoir c'est vrai que pour ceux qui vont avoir la présentation, il n'y en a pas de problème. Puis, bon, on démarre. Il ne change pas. Diapo. Attendez. Pourquoi il ne change pas? Ah, voilà. OK, ça va, ça marche. OK, 5 sujets. L'habitation, la consolidation des quartiers, cohérence dans le développement, les formes d'équité et les moyens fiscaux et gouvernance. Puis on touche très brièvement l'ensemble de ces sujets-là. Question de l'habitat. Ça veut dire que ce que je vais montrer ici, c'est pas juste une question de l'habitat, c'est une question de milieu de vie, parce que ça veut dire que c'est pas juste une question d'habiter un logement ou avoir un accès à un logement, mais c'est tout ce qui est autour. Et que l'habitation suppose 3 ancrages sociétaux de vivre, travailler et se divertir. Consolidation des quartiers, il y a tout un enjeu de rebâtir la ville sur elle-même, d'augmenter la polyvalence, pas juste les secteurs centraux, mais les villes en général. Puis le COVID a soulevé beaucoup ces enjeux-là. Et l'étalement urbain, comme Christian l'avait soulevé, mais aussi la grande question où construire et où ne pas construire. Aussi, Christian a touché quelques points là-dessus. Là, les défis pour nos villes et villages, et d'ailleurs, beaucoup de ces enjeux-là s'appliquent, oui, aux quartiers, aux villes, mais aussi aux villages. Ça veut dire pas de. Ça veut dire qu'on voit ces enjeux-là un peu partout sur le territoire du Québec. Que constate une dégradation de la qualité architecturale, une augmentation du parc immobilier, qui en a parlé, l'isolement social, les enjeux de cohabitation dans l'espace public, l'accès aux services de proximité, mais aussi les services collectifs, puis aussi les questions de l'insécurité. Il y a un énorme enjeu de comment on peut garder nos villes abordables et pas juste abordables pour où est-ce qu'on habite, mais abordables aussi pour les locaux commerciaux. Tout un enjeu, les locaux vacants, la pérennité des services communautaires, puis aussi peut-être un mouvement qui est surtout avec le COVID, le local puis le ultra-local. Il y a un enjeu d'identité, puis la question de patrimoine, autant le patrimoine matériel et immatériel. C'est une carte qu'on avait faite pour le centre-ville, pour l'arrondissement Ville-Marie à Montréal, mais ça peut s'appliquer ailleurs avec les nombreuses identités qu'on donne à notre propre quartier. C'est sûr que plus qu'on approche le centre urbain, plus que le nom qu'on se donne peut varier d'une personne à l'autre. En tout cas, mais c'est une question importante, puis une question de sentiment d'appartenance, puis d'où est-ce qu'on vient, des questions de patrimoine. C'est juste une carte d'une balado qu'on a faite pour identifier certains des lieux patrimoniaux dans notre quartier, qui est le quartier Centre-Sud de Montréal. Il y a un grand enjeu de aussi patrimoine. Et on a des centaines d'églises qui vont se libérer dans les années qui s'en viennent. Et l'État abandonne aussi un certain nombre. S'il n'abandonne pas, il aimerait abandonner un certain nombre d'immeubles ou complexes patrimoniaux, que ce soit les hôpitaux, que ce soit d'autres institutions.
C'est un énorme défi, autant de garder l'histoire, mais aussi de recycler. Ça fait partie des enjeux d'une politique d'aménagement partout au Québec. C'est une autre église qu'on a rénovée, c'est le Cheikh Christophe en Hochelaga-Maisonneuve, qui est une petite église, mais en même temps, c'est une partie de l'identité de cette partie-là de Hochelaga-Maisonneuve. C'est un autre exemple dans Villemort, dans le sud-ouest de Montréal, qui est un lieu de spectacle, puis une entreprise, c'est une OBNN, puis une entreprise en réinsertion. Mais c'est que 3 exemples parmi des centaines de défis qui nous attendent. Peut-être il y a une question de cohérence, le management. Je m'excuse, la carte est très l'île de Montréal et non pas Laval, mais et c'est les enjeux, les grands secteurs en développement, dans le secteur qu'on appelle le grand centre-ville, qui va jusqu'à le boulevard métropolitain Descarrés, jusqu'à le Hochelaga-Maisonneuve, puis le fleuve. Il y avait avant la COVID, il y avait de 30 à 50 000 logements en préparation, c'est-à-dire en construction. Puis la demande de cohérence et ce grand défi, que ce soit Montréal, Laval, que ce soit n'importe quelle ville, pas juste la cohérence, pas un projet, mais tout ce qui bouge autour dans le quartier. C'est énormément des choses qui bougent. Puis le COVID, pour le moment, ne semble pas arrêter ces projets-là, qui est un peu mystérieux, mais peut-être certains lieux de réflexion à laquelle on a participé. Il y avait le quartier Centre-Sud, pour ceux qui le connaissent, proche de la Pont-Jacques-Cartier. Les grands projets qui s'en viennent, l'ancien site de Radio-Canada, le site de Molson, puis un autre site à côté de Pont-Jacques-Cartier, où on ajoute peut-être au moins une dizaine de mille de logements. C'est vrai qu'on ajoute peut-être jusqu'à 30 de la population existante, une grande musculade en termes de l'aménagement urbain, avec juste un coche de plus, le REM qui arrive sur René Lévesque, en mode pour le moment aérien, comment avoir une cohérence, on a accompagné le cadre de quartier avec les tables rondes pour essayer d'avoir une discussion avec les différents promoteurs sur le territoire, puis malgré tout, avec l'arrondissement, d'être sûr qu'il y ait une forme de cohérence dans le développement. Mais c'est les choses qui arrivent dans d'autres zones du territoire. D'autres, où on avait participé, mais c'est les démarches aussi que c'est pas nous qui avons guidé, mais Louvain-Est, puis le Chêne-Est, qui est les grands secteurs, puis où on a initié aussi les démarches de bureaux partagés, puis de réflexion collective autour du développement, au lieu que ce soit uniquement la volonté pour chaque promoteur isolé dans son coin pour le développement de ces territoires-là. La notion des quartiers complets, mettons, on appelle ça les éco-quartiers, il y a beaucoup de noms associés à ça. Mais juste pour dire, pour répéter que c'est pas juste l'habitation, c'est tout ce qui tourne autour, c'est question d'emploi, la question des services, la synergie entre les différentes fonctions. Et toute la ville de 15 minutes qui est développée à Paris, mais de plus en plus on en parle, au moins dans les milieux un peu plus denses, le 15 minutes, c'est un peu plus difficile quand on va vers l'extrémité du territoire. Angus, qui est un bon exemple de mixité des fonctions, aussi construction de logements abordables, logement social, aussi les zones d'emploi avec une cohérence de l'aménagement pour l'ensemble du secteur, qui est plus facile quand il y a un promoteur de l'ensemble du site, qui est dans ce cas-là un OBNL, Société Angus, mais c'est demeure quand même un exemple. Ça, c'est un de nos projets dans le site Angus, c'est le logement abordable, c'est pas le logement social, mais abordable. Toutes les questions des services collectifs autour de l'habitation, ça veut dire que, pas juste les services de les écoles, pas juste les services de la ville, les centres récréatifs, les centres de culture, mais l'ensemble de ce qu'on peut appeler récréatif, puis la mutualisation de ne pas avoir plusieurs gymnases, mais de partager certaines fonctions, que ce soit complémentaires, la même chose pour une bibliothèque, que ce soit pas juste à l'école. Et la mutualisation avec nos grandes institutions puis nos grandes bureaucraties, si on peut le dire, c'est extrêmement difficile. Tout le monde veut l'avoir, mais le réaliser, c'est toute une autre histoire. Mais c'est le complément à l'habitation. C'est l'habitation, ça veut dire qu'est-ce qui nous entoure qui est de question. Civic Commons, puis dit l'espace public, on le vit surtout dans les quartiers plus denses. Les logements deviennent de plus en plus petits. Mais comment on peut bénéficier de tout ce qui est autour, incluant les attraits commerciaux, les espaces semi-publics?
Et la question d'équité, Christian l'avait mentionné dans une des cartes, c'est juste la question des îlots de chaleur. Mais l'équité, l'inéquité, d'ailleurs, c'est une carte qui montre Ville-Mont-Royal au nord, Côte-à-Neige vers le sud, puis l'hippodrome qui est un grand secteur en développement, avec le parc industriel qui va devenir à partir Royal ça veut dire qu'il y a 10 000 logements dans le secteur directement autour de l'hippodrome, mais un potentiel de 20 000 logements dans le grand secteur autour, avec les villes qui ne font pas partie de la ville de Montréal, avec la cohérence dans l'ensemble du développement, avec deux grandes autoroutes qui traversent le territoire. Maintenant, le défi est grand pour la cohérence. Puis ça, cette disparité, la grande pression de valeur foncière, l'inégalité dans les territoires, plus que c'est foncier, plus que les quartiers sont défavorisés, ça veut dire qu'il faut vraiment faire en sorte qu'on n'accentue pas déjà ce qui est très inéquitable. Il ne faut pas fabriquer les zones de pauvreté. Il faut vraiment tout faire pour qu'il y ait une mixité sociale, incluant dans les quartiers centraux. C'était ton rappel pour aller vers ta conclusion, peut-être? Oui, non, oui, c'est exactement. C'est l'hôtel Dieu aussi, on fait une demande pour une cohérence dans le développement des sites très importants du point de vue patrimonial. La même chose. Et pour les questions fiscales, peut-être, il y a une couple de diapos, mais comment faire en sorte que nos règles fiscales font en sorte qu'on encourage qu'est-ce qu'on veut et qu'on décourage qu'est-ce qu'on ne veut pas, incluant l'abus de l'auto, incluant les formes de développement qu'on ne veut pas, incluant les projets qui ne sont pas mixtes. Okay? C'est le grand défi pour les années qui s'en viennent, de mettre les outils pour l'État pour encourager ce désir-là d'avoir une ville qu'on veut, et incluant les questions de concertation, les questions de co-développement avec la ville, puis avec les promoteurs. Alors, voilà, puis ça, c'est juste à l'époque les outils qu'on utilisait pour le milieu communautaire autour des enjeux pour l'hippodrome. Avec l'ensemble des autres projets autour, c'est vrai que les 10 000 à 20 000 logements qui s'en viennent dans les années qui s'en viennent. Voilà, fini. Merci beaucoup, Ron. Je suis très content que tu termines sur les questions là, de fiscalité, de gouvernance, de concertation, parce que tu nous as montré des très beaux exemples de projets. Je pense que ça nous aide à nous projeter, mais heureusement que Christian a parlé avant toi, parce que si on ne regardait que ta présentation, on se dirait, ah ben, on est capable de faire beau, malgré que je rappelle que le contexte d'aménagement du territoire, c'est qu'on la concurrence sur le territoire, hein, c'est avec l'étalement urbain. C'est l'alternative qui existe actuellement. Parce que si on n'avait que les projets que tu nous présentais, probablement qu'on ne serait pas sur les mêmes enjeux d'inéquité qui seraient sur la table. Alors, très riche présentation. Là, je rappelle à tout le monde que vous aurez accès plus tard aux rediffusions des conférences. On va passer à la période de questions. Juste, je rappelle